Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes le mardi 29 août et nous revoilà sur le pont de l'information, bien entendu, avec vous êtes sur Putsch Live, l'émission de Putsch Média. Et ce soir, nous allons parler de géopolitique, mais pas que. Et j'ai le plaisir ce soir de recevoir Caroline Galacteros. Bonsoir, Caroline. Comment allez-vous? Bonsoir, Nicolas. Mais très bien, après des vacances salutaires. Voilà, que j'aurais bien prolongé, mais enfin, je suis pas toute seule dans ce cas, j'en suis certaine. On en parlait Voilà. effectivement en antenne, je vous cachais pas aussi que j'en ai revenu parce qu'on a envie de vous informer, chers amis, mais la situation est telle qu'on a besoin d'avoir ces voix. Donc, Caroline Galacteros, vraiment, je vous remercie d'être venue et d'être là ce soir pour ce grand entretien, notamment sur ces sujets très importants. On va en parler. Vous avez un CV long comme le bras, spécialiste de pas mal de choses, géopolitologue, spécialiste en affaires diplomatiques et stratégiques, présidente du pôle Géopragma et docteur en sciences politiques, entre autres. Votre dernier livre, Vers un nouveau Yalta, publié aux éditions Sigeste, à lire, allez le chercher. Et ce soir, on va parler bien sûr des thèmes qui vous sont chers et aussi aux Français, qui devraient être encore plus chers aux Français, hein, bien entendu. Le conflit ukrainien, le rôle de l'OTAN, le rôle de l'Union européenne, le jeu même pas trouble, hein, il y a que les médias mainstream qui pensent qu'il est trouble, qu'il n'est pas trouble, des USA, bien sûr, dans ce conflit ukrainien. Qu'est-ce que pèse aujourd'hui l'Ukraine? Quelle est sa valeur économique? Bien entendu, est-ce que l'OTAN continue on va parler de tout ça. J'aimerais qu'aussi on parle, bien entendu, de cette enquête qui est en train de démontrer que peut-être l'Ukraine de Zelensky serait derrière l'attentat, notamment sur Nord Stream. Donc, je voudrais qu'on parle de tout ça. Et en seconde partie d'émission, on parlera des BRICS, on parlera de dollarisation. Et est-ce que, bien sûr, les États-Unis sont en train de perdre le fil de l'histoire économique et leur hégémonie et vous allez nous en dire immédiatement plus. Allez, on commence immédiatement. Je voudrais qu'on commence sur cette enquête sur le sabotage de Nord Stream. Caroline, vous l'analysez comment? J'imagine que ça vous étonne pas des masses, en fait. Non, mais je ne crois pas que ce soit l'Ukraine qui ait fait sauter toute seule les pipes, hein. Donc, c'est une manière aujourd'hui d'essayer de se dépêtrer en l'accusant et en orientant vraiment la cible sur elle. C'est une manière aussi de faire oublier les autres scénarios, les premiers scénarios qui étaient assez clairs et qui désignaient les États-Unis, bien sûr les Britanniques, enfin qui ont des intérêts évidents, qui ont un intérêt évident à couper énergétiquement l'Allemagne et l'Europe du gaz russe. Alors après, qu'il y ait des Ukrainiens qui soient entrés en jeu pour faire quelque chose ou pour être peut-être un leurre ou pour... Je n'en sais rien, je n'étais pas là, c'est pas moi qui ai préparé l'opération. Oui. Mais bon, c'est un peu simple, hein. Ça me semble un peu simple de dire aujourd'hui que c'est l'Ukraine, si vous voulez. D'ailleurs, on avait introduit ce scénario doucement, hein. Vous vous souvenez, on avait parlé d'un bateau avec des gens qui étaient là. Enfin, c'était un voilier qui se baladait comme ça, ouais. Et qui avec des mecs qui comme seraient arrivés en grande profondeur à faire. Non, moi je pense que c'est quelque chose qui a été préparé bien en amont et qui a été peut-être déclenché à un moment donné par certains. Mais voilà, l'Ukraine toute seule ne l'a pas fait, non. Et pourtant, au début, on avait certains médias avaient laissé entendre tout au début, hein, que c'était les Russes. Ah bah bien sûr. Non mais ça me semblait quand même absolument débile, je dois le dire. Enfin, même moi qui ne suis pas géopolitologue, ça me semblait débile comme histoire. Mais bon, peu importe. Mais on nous a quand même vendu ça à un moment donné, hein. Mais oui, parce que tout est toujours de la faute de la Russie. Et la Russie, qui est, chacun le sait, dirigée par un fou complètement irrationnel, etc., est tout à fait capable de se tirer une balle dans le pied de cette ampleur. Oui, bien sûr, mais elle fait couler ses propres bateaux, elle casse ses gazoducs. Bon, enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi tout ça, c'est n'importe quoi. Mais à partir du moment où le narratif et la propagande est verrouillé, si vous voulez, rien ne peut se passer. C'est comme l'affaire Prigojine, rien ne peut se passer sans qu'immédiatement le coupable de service soit forcément désigné. Voilà, c'est tout. C'est toujours c'est comme ça.
Oui, d'ailleurs, je voulais vous en parler effectivement de Prigojine, là, dont l'avion a été abattu. Certains commencent à dire c'est Poutine qui s'est vengé parce qu'il a déclaré qu'il ne supportait rien moins que la traîtrise. Il pouvait pardonner beaucoup de choses, mais pas la traîtrise. Et comme de par hasard, Wagner, avec son chef Prigojine, explose dans un avion avec quelques-uns de ses lieutenants. Ça aussi, là-dessus, vous, votre sentiment, même si c'est difficile à savoir, j'imagine, pour vous. Oui, c'est très difficile à savoir. Ce qu'on peut remarquer, c'est que si Vladimir Poutine avait besoin d'ordonner la mort de Prigojine, je ne vois pas très bien quel aurait été son intérêt de le faire pendant que le sommet des BRICS se tenait et que franchement il y avait autre chose, il y avait d'autres enjeux à mettre en lumière que de montrer qu'il se débarrassait d'un homme qui l'aurait trahi. Bon, ça c'est encore une autre affaire, la trahison, jusqu'à quel point, comment, pourquoi. Bon, il faudrait y consacrer une émission. Premièrement, ça. Deuxièmement, pourquoi le faire en Russie? Pourquoi ne pas le faire en Afrique? Pourquoi le faire là, à ce moment-là, en Russie? Ensuite, ça s'est passé la veille de la fête nationale ukrainienne, et les Ukrainiens avaient annoncé que quelque chose d'important allait se passer. Bon, je ne sais pas si c'est les Ukrainiens, parce qu'il y a tout un tas de scénarios dans cette affaire. Ça peut être aussi très bien éventuellement des éléments militaires russes ou des services russes ou du ministère de la Défense russe au sens large, qui est jugé nécessaire de le faire parce que Prigojine avait une liste d'ennemis longue comme le bras. Et en plus, il prenait des libertés en dépit finalement de la manière dont Vladimir Poutine avait résolu, entre guillemets, la crise du mois de juin en lui disant bon ben maintenant de toute façon tu ne peux plus opérer en Russie au terme de la loi russe, donc il va falloir que tu ailles ailleurs, donc c'est la Biélorussie et c'est l'Afrique. Il y avait quand même un certain nombre de dossiers en cours sur lesquels Prigojine n'était toujours pas d'accord. Voilà, n'était toujours pas d'accord. Et il faut pas oublier que pendant que se tenait le sommet des BRICS, donc pendant que se tenait le sommet russe-Afrique plutôt, un peu plus tôt, mais après le putsch, il a fait une espèce de petit sommet parallèle en allant faire des deals et des affaires avec les uns et les autres. Donc il a pris, on dirait vulgairement aujourd'hui, la grosse tête, le melon. Enfin, c'est vrai, il avait peut-être pas bien. Voilà, il avait peut-être pas bien compris la situation de vulnérabilité qu'en fait Vladimir Poutine était peut-être son dernier soutien. Voilà. Donc, voilà. Je ne crois pas que ce soit un ordre donné de l'éliminer venant d'en haut. En revanche, est-ce que c'est du côté ukrainien ou est-ce que c'est à l'intérieur du système russe où on a jugé qu'il était nécessaire de le faire pour diverses raisons. Oui, donc voilà. C'est compliqué et probablement qu'on ne le saura jamais. Hein. Non, et il y a aussi un autre scénario qui a été évoqué, c'était celui selon lequel cet avion, effectivement, puisqu'il y avait tous ses gardes du corps, etc., était plein d'armes, et que ces armes, l'explosion manifestement est venue de l'intérieur de l'avion, toutes ces armes n'ont pas été entreposées, alors à dessein ou pas, je n'en sais rien, et par qui, comme il le fallait, et qu'en fait, il y a eu un accident. Ah oui, d'accord. Ça, oui. Aussi, donc je suis incapable de vous le dire. Voilà, je n'ai pas les informations de toute façon, et je pense que très peu de gens les ont, à vrai dire. Voilà. Mais là encore, le blame game, le truc, parce qu'en fait, l'idée occidentale, c'est toujours la même, c'est d'affaiblir Vladimir Poutine vis-à-vis de sa population. Donc, comme Prigojine est un homme, malgré tout, surtout après la prise de Bakhmout, extrêmement populaire. Qu'on le veuille ou non, l'idée de dire que c'est Poutine, on peut espérer, on peut rêver que ça pourrait entamer sa popularité. Voilà, parce qu'il y a toujours l'idée de régime change derrière. Hein, c'est quand même ça l'idée occidentale, l'une des idées occidentales. Oui, finalement, c'est une stratégie de déstabilisation. Ce dont la Russie a été accusée en France, notamment pendant les Gilets jaunes, parce que ça aussi, c'est assez marrant de voir comment la Russie a été accusée pendant les Gilets jaunes d'utiliser des gens pour faire tomber Macron. Donc là, effectivement, c'est à peu près la même chose, pour vous. Enfin, bon, tout ça est ridicule. Voilà.
Ouais. Ben, en tout cas, c'est passionnant. On va continuer à en parler. Merci d'être là. L'actualité file et nous avons besoin d'avoir une grille de lecture, une nouvelle grille de lecture, hein, parce que c'est ça dont on a besoin, c'est d'avoir une grille de lecture bien différente de ce qu'on essaye de nous vendre en permanence. Vous aviez dit dans une interview, je crois, je crois que c'était Paul-Marie Couteau, ou je sais plus récemment, que Vladimir Poutine était pour vous un marionnettiste. Alors ça, j'avais envie, je notais ça sur mon petit calepin parce que je me dis, il faut que j'y pose la question. Comment vous considérez Vladimir Poutine comme un marionnettiste et marionnettiste de qui et pourquoi? Ah ben il est le marionnettiste. Il y a des marionnettes. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le système politique russe, et on le voit dans la manière qu'il a de mener cette guerre et de tenir d'une certaine manière ses généraux et ses armées dans des postures que nous trouvons évidemment monstrueuses, mais qui, du point de vue des possibilités, des capacités militaires russes, sont très retenues. C'est un centriste, Vladimir Poutine. Voilà. Si vous voulez, du point de vue russe et au sein du système politique russe et des tendances russes, du spectre politique russe, ça n'est pas un extrémiste. D'ailleurs, c'était un Européen. Bon, ça fait 23 ans qu'il est au pouvoir. Je veux bien qu'on le compare à Hitler, mais enfin, c'est complètement ridicule. Qu'est-ce qu'il fout depuis 23 ans si c'est Hitler? Non, mais faut juste, si vous voulez, tout ça était tellement à la fois stupide, dérisoire, et surtout nous empêche de comprendre ce qui se passe et de comprendre ce qui devrait être fait avec la Russie pour la contenir, mais aussi pour prendre en compte le fait qu'elle est là, elle est une puissance centrale de l'Eurasie, et on ne peut pas faire sans de toute façon, et elle a aussi, comme les autres États, des préoccupations légitimes de sécurité, et c'est de cela qu'il faudrait parler aujourd'hui, au lieu de continuer à lancer de pauvres, de malheureux hommes sans expérience dans un tonneau des Danaïdes sanglant et sans issue. Et ça, c'est intéressant, Caroline, là-dessus, cette trajectoire de Poutine, parce que nous a tout dit. Il est fou, il est devenu givré, il a vrillé, alors que finalement, vous dites-vous, bon, il a jamais changé de position, Poutine, en 23 ans, et vous l'avez dit, il était assez pro-européen, peut-être, et donc finalement, on se rend compte que c'est peut-être l'OTAN et les Américains derrière qui l'ont poussé aussi, à un moment donné, à défendre ce qu'on appelle le glacis aussi de la Russie. Mais c'est évident, c'est sûr, et tous les gens qui peut-être n'osent pas le dire, mais qui connaissent l'histoire et qui ont suivi ces questions de la relation entre la Russie, l'Europe et les États-Unis et l'OTAN depuis son arrivée au pouvoir, vraiment au tournant du siècle, ont bien compris qu'il y a eu une évolution, mais que pendant, j'allais dire, bon, il est arrivé fin 99, jusqu'à Munich, jusqu'en 2007-2008, au moment où l'OTAN a dit mais nous allons accueillir l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN, jusque-là, y compris au moment de septembre 2001, jusque-là, il y a eu une première phase de Vladimir Poutine où il faisait beaucoup d'appels du pied vis-à-vis de l'Europe, et où il considérait, où il disait que la Russie était un morceau d'Occident, que c'était une puissance certes asiatique, l'aigle russe a deux têtes, mais c'est une puissance aussi européenne. Voilà. Donc tout ça, ça a été soigneusement, méthodiquement cassé par tout un tas de gens, par tout un tas de réseaux, par tout un tas d'actions qui ont visé à continuer à poursuivre le containment. Alors même qu'aux États-Unis, un certain nombre de grands stratèges ou géopoliticiens disaient attention, là on est en train effectivement d'aller vers les lignes rouges. Il y a un moment où ce ne sera plus possible pour eux de supporter. C'est-à-dire ils ont supporté déjà finalement l'anéantissement, enfin la captation, la prédation de tout l'ancien glacis, et là il restait la dernière ligne. La dernière ligne. Donc, il y a eu d'abord la première révolution ukrainienne, 2003-2004, qui a été aussi fomentée par nous. Hein, bon. Ensuite, il y a eu la Géorgie, où là, ça a failli mal partir. Et puis, il y a eu des médiations, notamment françaises, qu'il faut saluer. Oui. Et puis, voilà, Poutine est revenu. Et puis, il y a eu l'Ukraine.
Voilà. Et donc, ça a continué, ça a continué, ça a continué. Bon, on est arrivé à Maïdan. Et puis, à partir de là, les sanctions se sont abattues sur la Russie. Donc là, ça a pris un autre tour. Et je pense que là, les postures ne pouvaient plus rester totalement, si vous voulez, il était plus possible pour les Russes de juste se dire, oh, ben, c'est pas grave, l'OTAN arrive. Parce que il faut bien comprendre que la question est militaire, la question est sécuritaire. L'Ukraine, c'est une puissance, à mon avis, dont la sécurité est garantie par sa neutralité, contrairement à ce que tout le monde raconte. Voilà. C'est-à-dire, c'est un tampon. C'est un tampon. Pourquoi? Parce que si demain il y avait des armes occidentales, enfin de l'OTAN, sur le territoire ukrainien, le temps de réaction, le temps de compréhension et le temps de réaction des Russes en cas de frappe de notre part n'est plus suffisant. Il est divisé par plus de 2. Donc, si vous voulez, c'est très très basique tout ça. C'est très compréhensible. Enfin, on a failli faire une guerre à Cuba. On a failli. Je veux dire, on serait dans cette situation. Qu'est-ce qu'on ferait? Je pense qu'on ferait la même chose. Non, mais là, c'est très concret ce que vous dites, Caroline, parce qu'effectivement, le temps de réaction de frappe est divisé par 2. Effectivement, ça entame énormément la sécurité nationale et la sécurité l'intégrité du territoire russe à partir sur un point de vue purement géographique. Là, on est vraiment sur un point de vue géographique et non géopolitique. Hein. Enfin, géopolitique, si, mais bon. Ça la remet en cause. Donc, il faut qu'il y ait, et ça doit être pour moi un élément central de tout accord de paix, et ça va être très compliqué parce que comme on a laissé passer beaucoup d'occasions et que maintenant les Russes sont vraiment dans une phase de nouveau offensive et qu'ils ont eu le temps de faire beaucoup de choses depuis 1 an et demi, ça va être compliqué d'arrêter maintenant le mouvement. Et comme de notre côté, on est incapable, bien sûr, d'avoir l'humilité de dire on a fait une grosse bêtise, arrêtons les frais et arrêtons le massacre. Eh bien, les scénarios, si vous voulez, d'évolution militaire sont de plus en plus inquiétants quand même pour l'Ukraine déjà, pour l'Ukraine. Et ensuite, vous aviez dit chez l'ami Morio, que je salue d'ailleurs, Eric, que finalement l'Ukraine aujourd'hui n'existait pratiquement plus dans les incorrectibles. Non, mais si vous voulez, il y a longtemps que la guerre serait finie si on continuait pas à nourrir, à armer, à conseiller, à entraîner et à se battre d'ailleurs, même si on ne le dit pas, l'Ukraine. Il y a longtemps que ce serait terminé, si vous voulez. Militairement, c'est assez, c'est mathématique. Je suis désolée. C'est pas que l'armée ukrainienne est mauvaise, que les soldats ukrainiens ne sont pas héroïques, que c'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le rapport de force militaire, non seulement actuel, mais structurel, empêche l'Ukraine de pouvoir, et je parle même pas de l'état où elle est en ce moment, où ça manque d'hommes, ça manque de tout. Donc, il suffit pas, par exemple, en ce moment, on est en train de dire, mais ils font des percées, ils cherchent à faire des percées. Alors d'abord, ils ne sont même pas à la première ligne de défense, ils sont toujours à une zone grise ou à son contact. Et deuxièmement, il suffit pas de faire une percée, parce que les Russes les attendent. C'est toujours la même chose. C'est comme ça que ça s'est passé à Bakhmout aussi. C'est-à-dire, il suffit pas d'entrer, de percer le front. Il faut derrière pouvoir tenir la distance. Alors, toute la question, c'est de savoir si l'Occident va vouloir continuer, si les États-Unis, on va dire, vont vouloir continuer avec le sang des autres, avec le sang des Ukrainiens, à essayer de faire mal et d'affaiblir la Russie et d'affaiblir Poutine et d'affaiblir le régime et d'affaiblir tout. Bon, et ça veut dire que la guerre peut durer longtemps, mais ce sera une guerre, c'est vrai, c'est une guerre, c'est totalement, pour moi, c'est humainement complètement cynique, c'est d'un cynisme terrifiant, et l'issue de tout cela, eh bien, je ne pense pas qu'elle sera favorable aux Occidentaux, parce que ce qui se joue, et là on revient à la grande géopolitique, c'est en fait le fait que les Occidentaux refusent l'idée que l'hégémonie américaine est morte. Voilà. Et la multipolarité, c'est un fait, c'est plus un scénario, une hypothèse, un truc qui arrive, etc. C'est là. La multipolarité, elle est là. Bon. Donc, soit on
on compose avec ça, on arrête de nier le reste du monde. Et à ce moment-là, on peut trouver plein d'autres façons de faire sans être obligé de se taper dessus, à bras raccourcis. Soit on nie cela, et dans ce cas-là, on est dans des scénarios absurdes politiquement, complètement destructeurs humainement, et je ne parle même pas des économies, même pas des conséquences politiques et sociales. Donc, si vous voulez, on est dans un entonnoir dans lequel on a été engagé effectivement à l'initiative américaine et britannique, mais on a pris le train, hein, on n'est pas, on nous a forcé, on est d'accord, on croit, d'abord, on a fait plein de mauvais calculs, on a fait des mauvais calculs sur ne serait-ce que sur la faiblesse de la Russie, le fait que son économie était faible, le fait que son armée était très faible, le fait que s'ils n'avançaient pas ou s'ils allaient si lentement, c'était parce qu'ils ne pouvaient pas. Et là, on se rend compte qu'on n'en est plus là du tout, que les tactiques sont différentes, que eux préservent leurs hommes, contrairement à tout ce qui est raconté. Donc eux, ils ont une si vous voulez, une mentalité, une manière de concevoir les opérations qui est aux antipodes de celle des Ukrainiens. Parce que les Américains, parce que les Ukrainiens, faut que vous ayez des résultats, vous comprenez, parce que si vous voulez que le robinet Afrique continue de couler, il faut y aller, quoi. Zelensky sait très bien que son sort est quand même engagé aussi. Donc, c'est je te tiens, tu me tiens, et finalement, il envoie à la mort des dizaines de milliers de soldats qui sont de plus en plus littéralement arrachés et envoyés de force se battre sans expérience, sans rien. Sans rien. Enfin, c'est pas 3 semaines ou c'est même pas 6 mois qui suffisent. Face à une armée russe qui, elle, joue dans la profondeur et dans la longueur et dans le temps, si vous voulez. Donc voilà. Si je vous entends bien, Caroline Galacteros, c'est qu'ils sont en train aussi, de façon collatérale, de massacrer la jeunesse ukrainienne. Du moins, les gens qui sont les hommes qui sont en âge d'aller combattre aussi, parce qu'il y a aussi ça, l'avenir de l'Ukraine en tant que nation et pays. Ah ben non, mais l'Ukraine, elle a perdu déjà à peu près entre 12 et 15 millions d'habitants. Hein, pas de morts, bien sûr, mais de gens qui sont les réfugiés, les déplacés. Enfin, c'est une saignée pour l'avenir d'un pays colossale. Est-ce que c'est ça aider l'Ukraine? Non, on se sert de l'Ukraine. C'est pour ça qu'on dit que c'est une guerre par proxy, et c'est pour ça que c'est d'une cruauté sans nom. Et tout le truc sur le thème l'Ukraine, il faut sauver l'Ukraine, etc. Mais jusqu'à la montée des tensions, ça allait. Quel est le problème? Qui a voulu la guerre? Qui a préparé la guerre depuis 2015? Si vous voulez. Donc il y a un moment, où on a décidé d'aller au choc, on a commencé l'offensive dans le Donbass, les Russes ont décidé de ne pas la laisser se faire et d'entrer parce qu'ils n'avaient plus le choix. Ils l'ont fait avec un tout petit dispositif. C'est pour ça que quand on dit la Russie voulait prendre l'Ukraine, non, elle voulait changer le pouvoir, ça c'est sûr. Et maintenant, elle veut démilitariser l'Ukraine de manière méthodique. Et aujourd'hui, les enjeux militaires, c'est toujours la même chose, c'est logistique essentiellement, c'est-à-dire de couper l'Ukraine de ses axes de ravitaillement vers la Pologne, vers l'ouest, et ces axes de ravitaillement du front. Voilà. Donc c'est ça le sujet quand même. Et on voit que les Russes, enfin certains disent qu'il pourrait aussi y avoir une reprise d'offensive, de passage à la position offensive de la part des Russes. Parce qu'en Russie, il y a quand même beaucoup de débats sur le thème, ça suffit quoi. On est trop lent, on met trop de temps, qu'est-ce qu'on attend? Ça ne sert à rien. On les laisse reconstituer leurs forces, on laisse les États-Unis avancer malgré tout et s'installer eux aussi dans un mode plus guerrier sur le long terme, reconstituer leurs munitions, etc. Il faut passer à l'offensive pour exploiter notre supériorité actuelle. Donc, tout ça est très dangereux. On voit bien qu'il y a un axe au nord, là, pour reprendre du côté de Kharkov. Et après, que va-t-il se passer? C'est quoi? Est-ce que vraiment notre idée,
c'est de pousser les Russes à aller jusqu'à la frontière polonaise. Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est de la folie. Qu'est-ce qu'on veut? Alors, les Polonais, on a bien compris ce qu'ils voulaient. Ils veulent faire entrer l'OTAN dans le jeu. Il y a des dizaines de milliers de Polonais sous uniforme ukrainien. Il y en a des dizaines de milliers d'autres qui sont l'arme au pied, qui attendent à la frontière. Mais est-ce l'intérêt de la sécurité en Europe? Oui, voilà. Et puis les États-Unis, vous le dites assez régulièrement, ils peuvent pas, ils sont obligés pour leur prétendue hégémonie, qui n'en est plus une d'ailleurs, de continuer finalement, parce qu'il n'est pas une question de vie ou de mort, loin de là, mais tout de même, en termes de positionnement et de puissance, c'est une impasse. J'ai l'impression que c'est une impasse en fait, vraiment, véritablement, oui, c'est une impasse. Voilà. C'est une impasse parce que leur raisonnement était faux. Leur raisonnement se basait sur la faiblesse russe, la faiblesse supposée russe. Oui. Et ils ont grandement sous-estimé la manière dont la Russie se préparait et était capable d'embrayer, entre guillemets, de s'adapter, et notamment au plan militaire. Là, c'est net. C'est très net. Entre l'armée russe d'il y a 18 mois et l'armée russe d'aujourd'hui, il y a un monde. Donc, il y a un mauvais calcul américain et du coup, il y a une fuite en avant parce qu'ils sont entraînés dans leur mauvais calcul. Puisqu'à partir de ce mauvais calcul, ils ont dit, bon, ben, on continue. Le round de négociation au tout début, là, qui avait donné lieu à un accord quasiment ficelé d'arrêt des combats au bout d'un mois, 3 semaines, quelque chose comme ça. Il a été balayé sur ordre américain. C'est Boris Johnson qui a fait le petit télégraphiste, mais sur ordre américain. Et donc, là, maintenant, il y a une fuite en avant. Il faudrait que quelqu'un soit raisonnable et dise, bon, ça suffit. Et même, on pourrait même le dire au nom de l'humanité, au nom de l'intelligence des choses, de sauver des vies, de tous ces gens. Enfin, c'est complètement... Qu'est-ce qu'ils vont gagner à la fin? Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Leur pays est en morceaux. Est en morceaux. Mais ce qui est étonnant quand je vous entends parler, c'est-à-dire que, alors c'est quoi? C'est un véritable problème des services de renseignement américains sur le territoire russe pour ne pas estimer à sa juste valeur la défense russe, les moyens russes qui seraient engagés dans le cadre d'un conflit, ou alors on a finalement à Washington des belliqueux, des faucons qui sont véritablement orientés pour aller taper littéralement par proxy, comme vous dites, avec ce conflit avec la Russie. Quelle est l'analyse? Il y a un peu des deux ou c'est l'un ou c'est l'autre finalement? Bah, les néocons sont des faucons, voilà. Enfin, l'oiseau. Oui. C'est sûr. Bon. Oui. Ensuite, il y a des intérêts économiques et financiers colossaux. On sait comment marche le système américain, on sait comment marche la politique américaine. On sait que les donateurs sont ceux qui permettent aux politiques d'exister et aux présidents d'être élus, etc. Et que ces donateurs, ce sont les sociétés qui sont servies par finalement des allocations budgétaires. Bon, donc le système militaro-industriel, il fonctionne comme ça. Il faut nourrir la bête industrielle au plan militaire, qui elle-même redonne au monde politique une partie des bénéfices finalement qu'elle va faire. Voilà. Bon, donc ça marche comme ça. Donc ça n'est pas neutre. Deuxièmement, je pense que, alors les services d'enseignement, ça je n'en sais rien. Je crois qu'il y a surtout une idéologie. Il y a une idéologie, mais qui est un handicap terrifiant, et nous en souffrons aussi ici en France et en Europe ailleurs. C'est-à-dire que la Russie, c'est le diable. La Russie, c'est l'URSS. La Russie, elle n'a pas changé. La Russie, elle doit être écrasée d'une manière ou d'une autre parce qu'elle est récalcitrante. Ça me rappelle toujours, évidemment, ça n'a rien à voir dans les proportions, mais ça rappelle la Yougoslavie, ça rappelle la Serbie, qui ne voulait pas passer sous les fourches codines de l'ordre d'après-guerre froide. Et ben, elle l'a payé très très cher. Voilà, elle l'a payé très très cher, la Serbie. Bon. Donc, on en est là un peu, c'est-à-dire que, et pour moi, c'est un jeu qui ne peut que mal se terminer pour nous, parce que pendant ce temps,
Et même à cause de ça, à cause de nous, à cause de ce pari fou que nous avons fait, cette coagulation du monde, cette bascule du monde dont moi je parle depuis 2015, donc on est en 2023. Ouais. Bon, donc là aussi, c'est là, on voit, on est à un stade d'un long processus, mais à un stade important, parce que maintenant, à cause de ce qui s'est passé en Ukraine, mais aussi à cause de ce qui s'est passé depuis les printemps arabes, en fait, depuis tentative là vers 2010-2011 de faire passer un certain nombre de pays sous le joug des frères musulmans, enfin bref, il y a eu un certain nombre de plans, si vous voulez, d'idées, d'ambitions qui ont toutes été mises en échec d'une certaine manière. Et donc là aussi, c'est une suite d'erreurs qu'il faut essayer d'enrayer. Mais au lieu de l'enrayer en se disant bon, on va essayer de faire autrement plutôt que de juste casser tout ce qui résiste, juste détruire tout ce qui résiste, juste détruire le nationalisme arabe. On est en train de lui redonner naissance. À force d'avoir voulu le détruire, hein, on a pétardé l'Irak, on a pétardé la Syrie, on a pétardé la Libye. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit à travers les BRICS, à travers l'Organisation de coopération de Shanghai, etc., tout ça se recoagule autour de nouveaux, non pas parrains, mais nouveaux grands acteurs, que sont la Chine, bien sûr, et la Russie aussi, parce que la Russie, c'est elle qui a eu le courage j'allais dire, de porter le fer, finalement de porter le fer. Et je pense que si vous voulez, je pense que Vladimir Poutine, ses objectifs, c'est de défaire l'OTAN et les États-Unis, à la fois militairement, idéologiquement, économiquement. Économiquement. C'est global, c'est au-delà maintenant de l'Ukraine. Parce qu'il a bien compris qu'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on va discuter si demain, moi je parle de paix depuis le premier jour du conflit. D'ailleurs, ça vous coûte bien des critiques, Caroline. Hein, ça vous coûte bien des critiques, la paix, hein, la demande de paix. Ah non, la paix, c'est c'est le manque de courage. La paix, c'est l'esprit munichois. C'est la place unique. La paix, c'est bon. Je pense que les gens se rendent pas bien compte et nos politiques et tous les gens qui sont à la manœuvre dans tout ça ne prennent pas la mesure des enjeux de sécurité européens. Voilà. Parce qu'il faut pas oublier qu'à partir de 1990, en tout cas, milieu des années 90, finalement, tout l'arsenal de la sécurité européenne a été progressivement démonté. Bien sûr, à l'initiative de Washington. Mais on a laissé faire. Donc, les accords sur la limitation des armements, tout a été progressivement cassé. Et puis, on est arrivé au cœur de la sécurité, c'est-à-dire la sécurité européenne qui devait être indivisible. C'est-à-dire qu'aucune partie ne devait augmenter son niveau de sécurité au détriment de l'autre. Eh bien, ce principe, on l'a oublié. L'OTAN a sorti un truc de son chapeau qui s'appelle la politique de la porte ouverte. C'est très sympa, ça fait un peu auberge espagnole. Vous voulez venir, mais bien sûr, mais quel est le problème, hein? C'est tout simple, mais oui, venez. Voilà. Juste, on a oublié la géographie, là. On a oublié la géographie. La géographie de l'Ukraine, c'est clair. Il y a un bouquin qui s'appelle Prisoners of Geography. C'est tous les grands acteurs, mais les autres aussi sont prisonniers d'une certaine façon de leur géographie. Ça contraint leur politique. Voilà. Comme nous. Alors, effectivement. Alors, on va parler de l'Union européenne parce qu'il y a beaucoup de commentaires. On nous dit, parlez de l'Union européenne. On va en parler, l'Union européenne. J'allais poser la question. Vous le savez, vous nous suivez. Vous êtes derrière plus de 1500 sur l'ensemble de nos réseaux. On nous suit beaucoup de monde ce soir. Beaucoup de questions, beaucoup de commentaires pour la venue de Caroline Galacteros et je vous remercie Caroline d'être là et pas mal de monde ce soir là-dessus. Je voulais juste vous parler de Nicolas Sarkozy parce que vous avez fait un tweet là-dessus et suite aux prises de position, enfin à la déclaration de Nicolas Sarkozy, vous nous en dites un mot, Caroline, là-dessus rapidement, le positionnement de Nicolas Sarkozy aujourd'hui moi je pense qu'il a un positionnement à la hauteur de ses fonctions passées. Voilà. Donc il est pragmatique. Je pense qu'il est informé. Il n'est plus aux affaires, c'est vrai, ça aide. Et il se permet de dire une évidence, à mon avis, c'est qu'il faut arrêter les frais. Il faut arrêter.
c'est dangereux. Ce qui se passe est dangereux. C'est pas parce que les Russes vont lentement qu'ils ne vont pas sûrement. Et l'avancée de l'OTAN est non seulement, enfin, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt et ça ne sauvera ni l'Ukraine, certainement pas l'Ukraine, ni la sécurité européenne. Ouais. Donc, il faut arrêter cette montée des tensions et il faut parler de paix et trouver les bases. Et ça va être compliqué aujourd'hui parce que effectivement, il n'y a plus de confiance ni d'un côté ni de l'autre. Donc, il va falloir recréer tout cela et trouver des manières de faire pour que la Russie ne se sente plus menacée par l'OTAN. Donc, je pense, moi, que la base, et d'ailleurs le président Sarkozy l'a dit, la base, c'est la neutralité. Il faut neutraliser stratégiquement l'Ukraine. Il faut dire que l'Ukraine n'appartient ni à l'OTAN, ni à l'Organisation de traité de sécurité collective russe, ni à rien du tout. Elle est là et elle est protégée par tout le monde. Donc, il lui faut des garanties de sécurité très fortes. Ouais. Alors, ça, c'est un sac de nœuds considérable aujourd'hui dans l'état militaire du pays aujourd'hui. Ouais. Voilà. Mais on peut encore le faire. Qu'est-ce qu'on attend? On attend encore une année de guerre en se disant on va épuiser la Russie, la popularité de Poutine va s'émousser. Mais and so what? Est-ce qu'on sait qui en aura après Vladimir Poutine? Est-ce que Vladimir Poutine, il a fait ce qu'il devait faire pour la Russie? Et ça, les Russes le savent. Il a redressé complètement la nation russe. Bon. Il l'a redressé aux yeux du monde, il l'a redressé la fierté russe après une décennie 90 terrifiante. Il a fait déjà. Donc, ce qu'il a fait ne va pas être défait. Hein, ça va pas, on va pas revenir avec un Boris Yeltsin version 2024, vous voyez. Oui, effectivement. Et je voulais vous poser la question, et après on va parler de l'Union européenne, qu'il faut qu'on parle des BRICS aussi. Le temps file déjà à 40 minutes. Je voulais qu'on parle notamment aussi d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous pensez? Emmanuel Macron, son comportement par rapport à ce qui se passe, sa soumission, faut-il le dire, à l'Union européenne, ça va nous permettre d'ouvrir aussi sur l'Union européenne et Ursula von der Leyen. Emmanuel Macron, lui, il est toujours pas va-t-en-guerre, hein, il n'a pas changé d'un iota, lui non plus. Hein. Non. C'est pour moi, ça devient assez mystérieux, c'est-à-dire que quand on est le président d'un pays comme le nôtre, on peut faire énormément de choses que ne peuvent pas faire d'autres États européens et d'autres puissances d'une manière générale. Donc, on peut être le broker de la paix, mais vraiment le vrai broker, hein. C'est-à-dire un médiateur, c'est-à-dire déjà ne pas commencer par se mettre d'un côté contre l'autre. C'est fini là, on ne peut plus rien faire. Donc, l'alignement est destructeur. L'alignement est suicidaire pour la France. La vocation de la France, c'est le non-alignement. Voilà, c'est clair. Parce que là, on peut jouer de nos atouts et là, on peut être entendu et écouté. Donc, il faudrait vouloir et pouvoir faire ça. Sur l'Europe, je pense que notre président, lui, il croit. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Ça me semble tellement peu crédible, justement, que c'est l'Europe le bon format, le bon niveau pour exister, pour la France et pour l'Europe en tant que telle. L'Europe, elle est la victime d'un piège dans lequel elle tombe, pas seulement depuis 1 an et demi, hein, ça fait des années que ça dure, ça fait presque depuis ses origines. Oui, depuis ses origines, je vais vous dire. Hein. Voilà, c'est un piège de, comment dirais-je, elle est captive déjà d'une conviction qui est qu'il y a une identité d'idées, de valeurs et d'intérêts entre les États-Unis d'Amérique et elle. Voilà. Deuxièmement, elle est victime, et ça c'est un poison lent mais sûr, de l'idée que le délitement des États et des nations et des patries et des souverainetés à l'intérieur de l'Europe est une bonne chose. C'est une bonne chose. Voilà. Alors, ça ne nous empêche pas de faire cocorico, de chercher à faire 2-3 trucs de temps en temps. Mais fondamentalement, on renonce à nous-mêmes et on pense que c'est l'intérêt du pays. Ce qui est pour moi, enfin, il n'y a même pas de mots. C'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire, moi, je suis une Européenne, mais je pense que
Les nations européennes ont le droit et le devoir d'exister à l'intérieur d'un ensemble européen et de défendre, pour une grande partie, leurs intérêts nationaux propres et leur singularité. Caroline, ça vaut pour l'Ukraine. Ça vaut pour l'Ukraine. Regardez toutes les villes européennes. L'Ukraine est à l'Ukraine. Il ne faut pas avoir d'ingérence étrangère. Par contre, c'est pas valable pour les nations européennes, notamment la France. C'est assez intéressant, cette incohérence permanente sur le souverainisme ukrainien, sur l'intégrité ukrainienne, ce qui n'est pas valable pour les États européens, d'ailleurs. C'est marrant. Oui, mais c'est pas vraiment comparable parce que l'Ukraine, son problème, c'est que précisément, c'est une nation qui a eu très peu, en termes chronologiques, d'existence en tant que nation. Elle a appartenu des bouts de son territoire actuel ont appartenu à d'autres qui ont d'ailleurs, qui n'ont pas oublié ces périodes et qui ont des ambitions. Je pense aux Polonais, je pense, il y a un certain nombre de gens qui se disent que finalement elle est en tellement mauvais état et maintenant elle a tellement besoin de tout le monde que ce serait peut-être le moment de dealer certaines choses. Bon, et c'est peut-être aussi une façon d'ailleurs d'ailleurs il y a des projets, il y a des plans, il y a des idées. Alors je sais pas ce qu'elles valent et à quel point elles sont prégnantes, mais il y a des plans de comment dirais-je, d'agrégation de parties de l'Ukraine à la Pologne, par exemple. Et alors, du coup, tout ça deviendrait européen. Vous voyez, ce serait une manière de la protéger. Ce serait une manière. Parce qu'il y a les garanties de sécurité liées au traité de l'Union européenne, dont on ne parle jamais, mais qui sont assez importantes. Donc, on est, en tout cas, on est dans le faux. Ce qui est clair, c'est qu'on est dans le faux et qu'on a malheureusement gâché notre atout différentiel, notre atout de singularité. Voilà, parce qu'on n'a pas résisté aux pressions, parce qu'on pense peut-être que c'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Mais on va finir, on va clore le sujet de l'Union européenne. On pourrait en faire 3 émissions et on le sait, mais finalement aussi l'Union européenne donne beaucoup d'argent, des millions d'euros de fonds publics européens à l'Ukraine aussi. Ça pose quand même un problème parce que je crois qu'Emmanuel Macron, rapidement en revenant à lui, ne s'est pas du tout présenté devant le Parlement ni devant personne pour finalement venir piocher dans nos poches, dans un état pratiquement des finances publiques pratiquement exsangues, l'aide à l'Ukraine qui nous coûte des millions d'euros aussi là. C'est absolument dingue. Mais c'est là qu'on voit que l'Union européenne est un appendice américain, voilà. Et que donc, à partir du moment où il est entendu que c'est ce qu'il faut faire, eh ben on le fait. Après, consulter les peuples, comme on n'est pas en guerre, vous comprenez. On n'a pas besoin de consulter, à vrai dire. Donc voilà. Ceci dit, il y a bien un moment où il faudra quand même se rendre compte que pendant que nos économies s'effondrent, parce qu'on n'est quand même pas en très bon état économiquement, ni les autres, pendant que nos économies s'effondrent, tout l'argent qui est envoyé, qui est littéralement déversé, c'est déversé. Sur l'Ukraine, c'est un peu comme les armements. Il y en a quand même une partie dont on ne sait pas très bien où ça va. Voilà. Et une grosse partie. Donc, il y a un moment où, si vous voulez, non seulement ça n'aide pas le peuple ukrainien, non seulement ça n'aide pas l'Ukraine à être en sécurité, non seulement ça ne renforce pas du tout la main de l'Europe dans le jeu global, contrairement à ce qu'on raconte, mais en plus, ça finit par altérer considérablement les conditions de vie et d'existence de nos compatriotes ou des Européens en général. Donc, il y a un moment où le hiatus va devenir difficile. C'est un grand écart compliqué quand même. Alors, je voudrais qu'on passe avec une question qui va nous faire basculer dans les BRICS. Bien entendu, je veux qu'on en parle, c'est extrêmement important. Je vous ai aussi invité pour ça, Caroline Garrigue-Carros. Et je vous remercie vraiment encore d'être là ce soir et de m'accorder ce temps. Et beaucoup de remarques, beaucoup d'observations, beaucoup de questions pour vous, Caroline. Donc, c'est une émission qui marche très bien et on est très content. On en parlait en avec Caroline sans dévoiler le off. Mais c'est vrai que c'est bien de se rendre compte que vous êtes très nombreux sur des sujets qui sont pas faciles. Caroline Garrigue-Carros, vous êtes quand même vous spécialiste de géopolitique. Il y a peut-être 4 ou 5 ans en arrière, on aurait fait un live sur ça, une émission sur ça. Je pense vous auriez été 32 à peu près. Voilà. Et là, vous êtes plus de 1600 sur l'ensemble de nos réseaux. Donc, ça donne de l'espoir. Voyez-vous, Caroline, ça donne de l'espoir. Voilà, ça donne vraiment de l'espoir.
Voilà. Absolument, mais c'est pour moi la géopolitique, c'est la matière reine. Hein, c'est quelque chose de tellement concret, c'est notre vie. Ouais. J'ai toujours une expression qu'on me dit, j'ai des amis qui me disent mais non c'est moche, faut pas dire ça. Moi je pense toujours à la géopolitique dans votre assiette, c'est-à-dire c'est la géopolitique, c'est pas on discute pas du sexe des anges quoi. C'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose qui a des incidences sur la vie quotidienne et la sécurité tout simplement déjà de nos concitoyens. Et je ne parle pas du prix de leur gaz, du prix de leur paquet de pâtes, du prix de tout un tas de choses, de leur vie. Voilà. Donc vous voyez, ça intéresse énormément. Et la réflexion, avant de passer à la question et au BRICS, bien entendu, c'est souvent la question que j'ai des réflexions aussi dans un entourage plus ou moins proche de gens qui me disent, toi, la politique pour toi, c'est un hobby, c'est une passion. Mais c'est pas un hobby, c'est pas une passion. Le prix et la pompe, c'est de la politique. L'inflation alimentaire, c'est de la politique. Les tarifs d'électricité, c'est de la politique. Le tarif du gaz, c'est de la politique. Le port du masque, c'est de la politique. Donc, effectivement, j'ai cette grille de lecture aussi comme vous, où la politique n'est pas un hobby, pas une passion, mais ça nous touche tous les jours. Et la géopolitique, on le voit là avec la crise en Ukraine, ça nous touche vraiment. Allez, on continue à en parler. Merci d'être. L'influence russe contre la perte d'influence française en Afrique. Est-ce qu'on pourrait assister à ou est-ce qu'on assiste déjà, Caroline, à une extension du conflit en Afrique ou pas? Ah, mais moi, je pense que oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ben, les Russes, comme les Américains, ils jouent sur la planète. Hein. Ils jouent sur la planète. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, regardez ce qui se passe en Syrie aussi, aujourd'hui, en ce moment même. On n'en parle plus, mais il se passe des choses très graves en Syrie. Regardez ce qui se passe évidemment en Afrique. Regardez l'activité diplomatique des uns et des autres, tout simplement. Oui, c'est vrai. Les sommets organisés, on est en pleine guerre, mais enfin, il y a les sommets Russe-Afrique, Sine-Afrique, russo-chinois. Il y a enfin sans arrêt l'agenda international. Et les Américains de leur côté, avec une partie des pays asiatiques. Enfin bon, il y a sans arrêt, c'est tous les jours, il se passe quelque chose. Donc il faut bien comprendre que le jeu est global, bien sûr. Ouais. Après, il y a des coups de projecteur qui sont mis à certains moments sur certains endroits pendant qu'il se passe des choses très intéressantes et liées ailleurs. Ouais. Donc notre influence en Afrique, bah oui, elle est en profonde décrépitude. Mais là encore, pour moi, c'est un peu ce qu'on voit là, ce qui vient de se passer au Niger, après le Mali, après le Burkina Faso. Bon, c'est un peu pas la queue de la comète, mais c'est un moment d'un processus qui est déjà engagé depuis quelque temps et qui tient au fait que nous n'avons pas su justement prendre la mesure de ce qui se passait, de ce que se faisaient les autres, comment agissent les autres avec les pays africains, qu'est-ce qu'ils leur proposent comme type de relation, pas seulement dans les mots, et là je pense qu'il y a une très grande différence entre ce que peuvent proposer les Russes qui passent leur temps, alors on va dire c'est faux, c'est du flan, c'est pas vrai, c'est du show, mais peut-être. Mais en attendant, les pays africains, eux, ils y voient leur intérêt. Bien sûr. Les Russes, eux, passent leur temps à dire, écoutez, vous êtes responsables, on va vous aider, on va vous aider en termes de sécurité, mais aussi en termes alimentaires. On efface 23 milliards de dettes. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Milliards de dettes, c'est pas une paille. Ouais. 23 milliards de dettes. C'est pas du Bruno Le Maire, hein. C'est pas du Bruno Le Maire, c'est sûr. Bon, voilà, donc il y a un problème d'échelle, si vous voulez. Il faut pas oublier que la Russie a eu pendant du temps de l'Union soviétique, l'Union soviétique avait une politique africaine et d'ailleurs une politique, l'Afrique au sens le plus large, total, très importante, de formation des élites, d'aide militaire, il y a eu tout ça ne vient pas d'arriver parce que le méchant Poutine a décidé que ça y est, il allait réinvestir l'Afrique. Non, il y a des bases, il y a des choses qui sont juste réveillées parce que justement la bascule du monde se produit. L'Europe, j'allais dire, est dans le mauvais camp et la France a décidé de s'aligner totalement sur des positions
que beaucoup de pays aujourd'hui ne supportent plus, tout simplement. Vous savez, pour moi, c'est de l'ordre de l'affectif, c'est de l'ordre du respect, c'est de l'ordre de voilà, c'est le paternalisme, ça ne marche plus. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des intérêts à défendre et qu'on ne pourrait pas en discuter avec ces pays-là. Mais ça n'est plus comme avant. On ne peut plus faire comme avant. C'est pour ça que quand on critique la France-Afrique, les autres aussi, ils font ça. Voilà, il y a des réseaux partout. Il faut pas s'imaginer qu'il y avait que nous. Bon. Donc la repentance, c'est complètement débile. Ça n'a aucun intérêt. En revanche, la manière de considérer ses interlocuteurs et de lui proposer des marchés qui lui semblent un tout petit peu plus équilibrés par rapport à ses besoins, à ses moyens et à ceux de la partie d'en face, ça, c'est quelque chose que nous ne faisons pas et que nous devons réinventer, tout simplement. Voilà. Et aujourd'hui, on le paye. Voilà. On le paye très cher quand même, ça s'accélère. Vous avez raison, hein, vous parlez de la fin de la comète, la queue de la comète, pardon. Mais je trouve que moi, avec mon regard de journaliste et pas de géopolitologue, je me dis quand même, vous avez le Niger, le Mali, le Burkina Faso, c'est-à-dire que là, en quelques semaines seulement, c'est une sphère d'influence française qui se réduit comme peau de chagrin. Et on est jeté comme des malpropres. Mais vraiment, hein, pour le coup. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, peu importe. Mais ce qu'on voit de façon purement objective et froide, c'est qu'on est jeté comme des malpropres. Voilà. Oui, mais c'est pas. À Macron, est-ce que ça vient de plus loin? Vous pensez à dire que ça vient de plus loin? Parce que la bascule est en cours et que donc ces pays se disent, il y a une alternative. Il y a une alternative maintenant. Ça n'est l'unipolarité et l'hégémonie occidentale, dont la France n'est qu'un morceau, si vous voulez, n'est qu'un point d'application, un vecteur d'application, pardon. L'hégémonie occidentale est morte. Alors, elle se bat, elle se débat, elle est pas enterrée, mais c'est fini. C'est-à-dire, il y a maintenant autre chose qui est possible. Et donc, on peut, quand on est un petit pays, et l'Afrique qui est si riche, l'Afrique qui est toujours perdue dans les limbes d'un mal développement, d'un sous-développement terrible, se dit bon il est peut-être temps de changer un peu, d'aller mettre nos œufs dans d'autres paniers, bien sûr. dans d'autres paniers, et ils peuvent le faire désormais. Et l'Ukraine, de ce point de vue-là, à mon avis, ça a été aussi un basculement, parce que la Russie, il y avait déjà eu la Syrie. Ça, je pense que l'intervention russe en Syrie a déjà été extrêmement observée par tout un tas de pays sur la planète qui se sont dit, ok, ils y vont, ils vont sauver ce pays, le régime, leur allié, etc., etc. Et derrière ça, l'engagement en Europe et la manière dont il évolue est plutôt rassurant pour tous ces gens. Oui. Rassurant. Voilà. Alors, je voudrais qu'on finisse sur les BRICS, même si on pourrait une nouvelle fois faire 3 émissions là-dessus. Et on va partir du point d'accroche du fameux sommet des BRICS qui a commencé le 22 août à Johannesburg en Afrique du Sud. Franchement, Caroline, il faut en retenir quoi aujourd'hui? On voit qu'il y a 6 pour les BRICS. En fait, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Et 6 nouveaux pays vont les rejoindre. C'est l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes. Aujourd'hui, là, ils sont en train de changer de braquet, les BRICS, qui ne seront plus les BRICS, de fait, par acronyme. Je pense que c'est une énorme masse qui va grossir, mais qui va prendre son temps et qui va le faire intelligemment et habilement. Bon, parce qu'il y a des problèmes entre eux, ne serait-ce qu'entre les Chinois et les Indiens, il y a des choses à régler, il y a des équilibres de force et d'influence à trouver. Il y a un effet d'attractivité, si vous voulez, énorme, mais il y a des enjeux économiques considérables. C'est-à-dire que l'objectif étant d'échapper finalement à la dollarisation de l'économie, donc d'enclencher et de consolider progressivement la dédollarisation de l'économie mondiale, il faut que ça se fasse
sûrement, de manière méthodique, de manière contrôlée. Bon, donc là, on a bien vu que pour l'instant, il s'agit. Donc, il y a cette idée de la monnaie, il y a la Banque des BRICS, qui est un organisme extrêmement intéressant et extrêmement important, qui est dirigé par l'ancienne présidente Dilma Rousseff, qui est très importante, mais qui va piano va sano, hein, voilà. Donc, si vous voulez, il y a deux dynamiques qui sont convergentes sur leur objectif, bien sûr, qui est de constituer cette masse et cette alternative géopolitique et géoéconomique au pôle occidental, si vous voulez, mais ils vont le faire doucement. Donc, pour l'instant, il s'agit d'augmenter énormément, enfin considérablement, tous les échanges dans les monnaies nationales, ce qui est une manière de redonner de l'autonomie à plein de pays vis-à-vis du dollar. Parce que le problème du dollar, c'est que pendant des décennies, la supériorité du dollar, elle était fondée sur la fiabilité, le caractère protecteur, l'idée que derrière, il y avait la puissance américaine qui était vue comme protectrice. Tout ça, c'est fini. Maintenant, on a les sanctions, l'extraterritorialité, le chantage. Tu fais ce que je te dis, sinon je t'écrase. Voilà. Sinon, ton économie, moi, je te la mets en morceaux. Parce qu'elle est en dollars, ton économie. Terminé. Donc, il y a tout un processus de reprise d'autonomie, et je pense que les puissances constituantes des BRICS vont être là pour permettre cela, pour mettre en musique cela. Et après, petit à petit, ça va grossir, ça va se structurer, et ça va aussi agréger d'autres choses, comme l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est une organisation sécuritaire, économique, enfin qui devient aussi très importante et qui est à l'échelle de l'Eurasie et qui va aussi contribuer à consolider tout ça. Donc c'est un processus, ce sommet était très important, très important. Tous les gens qui ont dit ça y est, c'est la fin du dollar, etc., etc., c'est pour pouvoir dire derrière ah ben vous avez vu, il s'est rien passé en fait, c'est pas la fin du dollar. Okay. Bon, comme d'habitude, non mais c'est comme Prigogine, c'est comme tout, c'est toujours la même chose. Donc très bien, mais en revanche, il s'est passé des choses. Effectivement, d'abord 6 pays sont acceptés et non des moindres, à part l'Éthiopie, c'est intéressant, non des moindres. Et donc ça c'est important. Ensuite, les aspects économiques se renforcent aussi, et surtout, c'est quand même la démonstration urbi et orbi de la multipolarité du monde. Voilà. La messe est dite, quoi. Bon. Donc c'est pour ça que nous, si on continue à avoir des chants d'un autre siècle, si vous voulez, on se trompe, on n'est pas dans la bonne église, quoi, si j'ose dire, pour filer la métaphore. Il faut qu'on se mette au parfum du réel. Il faut qu'on se mette au parfum. Emmanuel Macron nous l'a dit il y a 2-3 jours, il a dit « Je crains qu'il y ait un affaiblissement de l'Europe et de l'Occident ». Oui, ça serait bien qu'il s'en rende compte, Manu, à un moment donné. Mais bon, je pense qu'il n'en croit pas un traître mot, mais bon, je crois qu'il n'en croit pas un traître mot. Si, il doit s'en rendre compte, probablement. Mais, enfin, je sais pas, ça fait des années, quoi. Ça date pas d'il y a 3 semaines ou 2 mois. C'est énorme. Moi, quand j'ai commencé à écrire en 2014 dans le public, c'était un de mes premiers. Ça s'appelait le crépuscule de l'Occident. C'est un processus qui est enclenché depuis longtemps, depuis des années, mais on ne veut pas le voir, on le nie. C'est comme la défaite ukrainienne, on le nie. Ça nous dérange, on le nie. Voilà. Et on croit. Mais Caroline, vous qui connaissez bien ces cercles, vous avez travaillé quand même au niveau de l'État, est-ce que j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait personne dans l'entourage d'Emmanuel Macron ou même dans l'autre administration qui ait quand même une vision un peu objective de la situation et que les gens ne soient pas conseillés en fonction des mouvements, des mutations, des plaques tectoniques géopolitiques? Non, on est à ce point dénudé intellectuellement au niveau de l'État aujourd'hui? Ça, je n'en sais rien, je le crains. Mais je pense surtout qu'on a renoncé à l'idée de l'État, à l'idée de la souveraineté, à l'idée d'une France forte.
C'est-à-dire qu'on pense que la France est minuscule, elle est toute petite, c'est même plus une puissance moyenne, et donc, bon, elle n'est rien sans l'Europe, elle ne peut rien dire sans l'Europe, elle doit forcément suivre ce que disent les États-Unis, elle ne peut pas exister, elle n'a plus de singularité propre. Et d'ailleurs, l'État est quand même singulièrement démonté, hein, le corps diplomatique, corps préfectoral. Oui. Je veux dire, c'est quand même, c'est pour quelqu'un comme moi qui a aimé servir l'État et qui aujourd'hui pense toujours le faire, même si c'est de très loin sur un autre registre et seul. C'est terrible, cette déconstruction consentie, voulue, organisée. Oui. Et c'est d'autant plus grave que quand vous regardez le reste du monde, c'est le retour de la souveraineté, mais c'est un retour, mais c'est un éléphant dans la pièce. Je veux dire, qu'est-ce qui nous prend, nous, de renoncer à tout? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on croit que ça va bien pouvoir nous apporter? Même Mélenchon a déclaré hier ou avant-hier, il a quand même dit que le Niger était aux Nigériens, le Burkina Faso était la propriété des Burkinabés et le Mali aux Maliens. Ce que je partage pour le coup avec Jean-Luc Mélenchon, hein, ça, là-dessus, on est d'accord. Hein. Ah oui, bien sûr, mais bon, une fois qu'on a dit ça, ça ne fait pas non plus une politique. Mais c'est vrai, il faut reconnaître, il faut que l'on arrête, en fait, avec cette espèce de prétention universaliste, ça n'apporte rien, ça ne passe plus la rampe, plus personne ne le supporte. Mais mettez-vous à la place des gens, je veux dire, il y a un moment. C'est une faiblesse, une véritable faiblesse, me semble-t-il. Oui, parce que qu'est-ce que vous voulez faire? De toute façon, on voit bien que chaque fois qu'on intervient quelque part, c'est un fiasco. L'Occident. Je veux dire, vous prenez depuis 2001, c'est quand même une suite retentissante de désastres et de déstabilisation. Alors, sauf si c'est l'objectif. Si l'objectif est la fragmentation du monde, la déstabilisation des pays, etc., ce que certains n'hésitent pas à penser, alors là, on est dans un succès mondial. Mais si on cherche un équilibre sur cette planète, et si on cherche donc un partage d'une certaine façon, en tout cas des convergences, au lieu de perpétuellement fomenter la destruction des autres et de tous ceux qui vous résistent peu ou prou, eh bien là, il faut tout refaire, il faut tout reprendre, mais il faut déjà reprendre un peu d'estime de soi, à mon avis, en tant que pays. Deux dernières questions, parce que c'est déjà plus d'1 heure qu'on est là. C'est la première émission, deuxième émission de la saison et qui est longue et c'est très bien. Je dépasse le temps avec grand plaisir. Deux dernières questions pour pas cannibaliser, monopoliser votre soirée, chère Caroline Galacteros, pour laquelle je vous remercie d'être venue. Rapidement, une dernière question sur les BRICS. Est-ce que, vous l'avez dit, il y a l'Inde et la Chine qui sont deux pays émergents, on appelle ça des pays émergents. Est-ce que ça pourrait être le yuan? Est-ce que la Chine, grosso modo, pourrait être le leader des BRICS ou est-ce que ça va être beaucoup plus compliqué que ça dans l'organisation de ces pays qui sont plus que des BRICS puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux maintenant? La Chine, bien sûr, c'est le poids lourd. Et l'Inde est plus numéreuse. Désormais. Alors l'Inde a d'autres problèmes, mais aussi d'autres atouts. Donc je pense que la relation entre la Chine et l'Inde, ça va être quelque chose de compliqué, et peut-être d'ailleurs la Russie peut-elle aider dans cette relation. Voilà, oui, les Chinois ont cette ambition d'avoir un yuan qui soit le nouveau dollar. Voilà, bien sûr. Et les Indiens, je crois pas que la roupie. Ça me semble pas bon. En revanche, chacun va évidemment pousser ses feux, pousser ses intérêts. C'est ce que je dis, ce sont des puissances souveraines. Mais être souverain n'est pas forcément avoir envie de se détruire. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on a construit l'Europe sur l'idée de la paix, et en fait, on est engagé dans une guerre totalement délirante, et cette espèce de pacifisme mollasson nous détruit, nous, de l'intérieur, et nous désarme, j'allais dire politiquement, hein, pas militairement, nous désarme par rapport à la marche du monde qui, elle, assume totalement comme une vertu cardinale la souveraineté.
J'avais écrit un texte, je sais plus où j'ai publié ça, un truc qui s'appelait Éloge de la souveraineté. Bon, je parlais de la France, mais c'est évident que c'est une vertu, la souveraineté. C'est pas un défaut. C'est pas un défaut. Voilà, sauf pour ceux qui veulent détruire les États, pour les affaiblir, pour mettre tout ça à l'horizontale, pour traiter les populations au lieu de parler des peuples, C'est pour ça qu'il y en a certains qui appellent ça la souveraineté européenne depuis 2017 et le discours de la Sorbonne qui avait été d'ailleurs relu par Angela Merkel qui était passée par le Bundestag. Voilà, et on sait de qui on parle, bien entendu. Dernière question et je vous libère. Finalement, qu'est-ce qui pourrait se passer pour les États-Unis? Parce que si on est arrivé à cette émergence, cette puissance, cette organisation des BRICS élargis, disons les BRICS élargis, les États-Unis, franchement, ils pourraient vraiment en souffrir concrètement, selon vous, Caroline, ou pas? Véritablement à moyen terme, là, à 10 à 20 ans. Ah bah oui. Ouais. Mais c'est-à-dire, il faut que si les États-Unis veulent bien se sortir de cela, il faut comment dirais-je, qu'ils infléchissent sensiblement, mais très sensiblement, leur manière de voir le reste du monde. Ouais. Voilà. Parce que ça ne va pas pouvoir, c'est fini, quoi. La période où ils étaient seuls au monde, c'est fini. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent être faibles, mais ça veut dire que la domination ne s'exercera plus de la même manière et l'influence surtout ne s'exercera plus de la même façon. Après, vous me permettrez de prendre une position politique qui prendra, mais moi je pense que ce qui pourrait arriver de mieux aux États-Unis et au peuple américain d'ailleurs, c'est de retrouver un président comme Donald Trump, quels que soient ses défauts, quelles que soient ses limites, quel que soit ci, quel que soit ça. En tout cas, il avait finalement une manière de traiter les questions stratégiques, les questions de positionnement de la puissance américaine, que ce soit vis-à-vis de la Chine d'ailleurs, où il a été très agressif, vis-à-vis de la Corée du Nord et vis-à-vis de la Russie, où on l'a empêché d'agir, mais où son idée était quand même d'avoir un dialogue. Hein, il s'agit pas, encore une fois, il s'agit pas de s'embrasser, de se marier, de passer sa vie ensemble. Il s'agit de coexister, de cohabiter. Et bien sûr, il y aura toujours des intérêts, précisément, parce que les États sont souverains, etc., et que on ne se fait pas toujours des bonnes manières, etc. Bon, mais on ne peut pas juste dire, eh bien voilà, la Russie, c'est comme l'URSS, la Russie doit être dépecée, la Russie doit être coupée en morceaux, on doit lui prendre tout ce qu'elle a, son peuple doit mourir. Enfin, mais où est-on là? On est au stade médiévaux de la sauvagerie. Voilà. C'est une forme de régression finalement. C'est une forme de régression. Totale. On est dans une régression totale. Voilà. Totale. Humaine, tout, de tout. Intellectuel, moral. Voilà. Et avec Trump, toute dernière question pour le coup. Avec Trump, vous pensez, bon, on va pas faire la politique fiction à rebours, mais est-ce qu'on aurait vécu ça si Donald Trump avait été réélu à la place de Joe Biden, qui est de plus en plus fatigué? Personne ne veut le dire, mais tout le monde le voit, hein, quand même. Hein. Voilà. Oui, mais c'est un atout pour ceux qui l'entourent, sa fatigue. C'est pour ça qu'on veut qu'il se représente. Il est très fatigué, quand même, hein, vraiment très fatigué, là. Ah oui, mais bon, ça, voilà, bon, il est très fatigué. Moi, je pense que, enfin, je ne sais pas si on n'aurait pas eu cette guerre avec Donald Trump. Mais ce qui est certain, c'est qu'il voulait avoir des relations de chef d'État à chef d'État, c'est-à-dire dans son esprit de taureau contre taureau, enfin, c'est une manière très spéciale de voir les relations entre chefs d'État. Mais, en tout cas, il avait une capacité à parler et à faire ce qu'il disait et à, voilà. Donc, c'est ça qu'il faut. Il faut du dialogue. En tout cas, encore une fois, le dialogue, ça n'est pas une comptine pour les enfants. Ça peut être très dur, ça peut être très musclé, un dialogue. Ça peut être chacun a son beefsteak à défendre, si j'ose dire. Sarkozy s'en souvient face à Poutine. Hein. Absolument. Mais vous ne pouvez pas dire l'autre, toi, tu vas mourir de faim, hein, comme Petro Poroshenko le disait en parlant des
des enfants du Donbass. Toi, tu vas mourir, enfin, tu vas vivre dans une cave, tu n'iras pas à l'école. Et puis nous, voilà, nous, on mangera, nos enfants iront à l'école. C'est pas possible. Hein. Ou alors on est à l'âge de pierre. On est à l'âge de pierre, mais dans ce cas-là, cessons d'expliquer que nous sommes des démocraties évoluées, intelligentes et que nous voulons le bien du monde et de l'humanité. Bon, ben, ce fut un entretien fort intéressant, mais ça, je le savais à l'avance. Et d'ailleurs, vous êtes pas trompé parce que vous étiez très nombreux ce soir. Merci, Caroline Garrigue-Terros, d'être venue, d'être passée par nos studios. Je vous représente pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Géopolitologue, vous êtes spécialiste en affaires diplomatiques et stratégiques, présidente de Pôle Géopragma et docteur en sciences politiques. Votre dernier livre, Vers un nouveau Yalta, publié aux éditions Sigest. Voilà, il n'y en a pas un autre entre-temps, peut-être que j'ai oublié, non? Oh, il faut. Je m'y mets. Je m'y suis mise d'ailleurs. Oui. C'est pour ça que je vous rappelle à votre bon souvenir que vous avez un livre à écrire, Caroline. Je sais, tout le monde me le dit, je sais. Donc, on attend impatiemment le livre à venir et bien sûr, vous reviendrez quand vous voulez. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. Merci en tout cas d'avoir été si nombreux. Bye bye, Villa Démocratie. Salut. Bye bye. Ciao. Au revoir. Au revoir.